Merci, bonjour à toutes et à tous. En quelques mots, je dirais, les différents opérateurs, que ce soit le CHU, l'Université de Liège, NOCHAC, la SRIW, et à travers B2H, travaillent sur toute une série de réflexions dans le cadre de MedTech. Et donc, nous sommes en train de mettre en place des groupes de travail à ce niveau-là. L'objectif, évidemment, c'est de voir avec les chirurgiens, les médecins, les besoins qu'ils pourraient rencontrer dans du matériel dédicacé à leurs problématiques et de voir comment nous pourrions, avec le soutien, je dirais notamment de centres de recherche qui sont plus liés aux matériaux, tels comme le CRM ou le CIRIS, pouvoir remettre en application des produits qui seraient utiles pour eux et de voir évidemment derrière ça comment nous pourrions organiser des spin-offs, voire des sociétés pour commercialiser ces différents produits. Et donc, nous aurons l'occasion peut-être de débattre de cela après les interventions, mais je vais laisser la parole tout de suite aux intervenants parce que je pense que c'est l'important aujourd'hui. Donc, Communicare, c'est une initiative née d'expériences de patients de proches aidants ayant pour volonté d'améliorer la communication entre les patients et les soignants avec des outils digitaux. On a bénéficié de la collaboration de différentes équipes soignantes qui sont le CHU de Liège, le Centre d'oncologie du CHU de Liège et de Saint-Pierre, de la mutualité Solidaris. Et le projet a débouché sur la création d'une start-up qui est en fait une spin-off de l'université avec des investisseurs privés institutionnels et aussi un grand soutien de la région wallonne. Notre concept, c'est le concept d'accompagnement thérapeutique. Donc, on parle beaucoup de télémédecine, de télé-santé. Nous nous sommes positionnés plutôt dans l'aspect accompagnement qui permet de faire en sorte qu'un patient chronique, donc qui vit une maladie chronique, qui peut être le cancer, parce que le cancer aujourd'hui est une maladie chronique, le diabète, la pneumo ou l'insuffisance cardiaque, toutes ces maladies-là sont potentiellement prises en charge ont besoin d'accompagnement thérapeutique. Mais on a aussi besoin d'accompagnement thérapeutique dans le cadre où on sort d'hospitalisation après une opération et on a besoin d'être informé et supporté pendant une période de manière à ce que les résultats de l'hospitalisation ne soient pas mis en péril par la non-observation des recommandations. Donc, par exemple, nous travaillons dans le cadre des patients qui sortent d'une transplantation rénale ou bien de soins intensifs, par exemple. Le principe de l'accompagnement, c'est donc de rendre le patient co-acteur de sa guérison en lui fournissant des informations et des outils qui vont lui permettre de mieux comprendre sa maladie, de mieux gérer son parcours et de pouvoir mieux exprimer son ressenti par rapport à ce qui se passe dans tous les jours, puisque le patient, lui, va rentrer chez lui et vivre au jour le jour sa maladie, alors qu'il va rencontrer les médecins ou le soignant peut-être une fois par mois, peut-être une fois par trimestre, si le cas se présente. Nous avons conçu la solution de manière à ce qu'il corresponde aux exigences de certification comme un dispositif médical et avec un marquage CE, ce qu'on appelle marquage CE, c'est-à-dire validation comme quoi le dispositif correspond à des critères de sécurité maximale. C'est un défi en soi parce que on a comme objectif d'améliorer ou d'augmenter la qualité de la personnalisation de la décision médicale avec une meilleure information au patient et sa participation quand on le fait, soit lorsque le diagnostic est posé et le patient doit mieux comprendre tout ce qui lui est proposé comme choix de traitement et faire une décision éclairée, ou alors lorsque un traitement est instauré et qu'on veut l'aider à mieux se prendre en charge à domicile. Comment? On a l'ambition de mettre en place, nous voulons que l'application qu'on met à disposition du patient soit intuitive pour qu'il puisse l'utiliser, que tout le monde puisse l'utiliser. Ça fait partie des défis dont je parlerai tout à l'heure dans le déroulé. Comment se passe la mise à disposition de l'application? Un patient va
avoir accès à des modules d'information qui vont lui permettre, dans l'application, de comprendre la pathologie, d'avoir tout un volet éducatif qui lui explique ce en quoi il doit se prendre en charge et comment. Il va recevoir des conseils réguliers par rapport à sa maladie, par rapport à sa prise en charge, les médicaments à prendre, les mesures à prendre, les signes et symptômes à surveiller. Il aura à disposition tous les outils dans l'application pour pouvoir encoder manuellement son ressenti, par exemple ici des questionnaires sur le bien-être, ou prendre des mesures avec des dispositifs médicaux connectés. Par exemple ici, un saturomètre dans le cadre d'un patient BPCO avec Dr Van Coenberg, par exemple. Le patient va, sur base de toutes ces informations qu'il va encoder, va aussi obtenir des recommandations sur les actions à prendre. Typiquement, une mesure n'est pas bonne, on peut lui demander de prendre la mesure le lendemain. Et si la mesure n'est toujours pas bonne ou si le ressenti est toujours mauvais, lui conseiller soit de prendre contact avec son médecin, soit d'aller aux urgences, soit d'en parler avec son médecin spécialiste la prochaine fois. D'autres outils comme la gestion des médicaments qu'on prend avec les notifications qui vont être données aux patients, l'agenda des traitements avec des notifications aussi pour améliorer l'observance du patient. Et enfin, des outils, la possibilité de partager ces informations avec les soignants qui vont, eux, disposer d'un tableau de bord pour pouvoir visualiser les informations que le patient a encodées, éventuellement prendre contact avec le patient lorsque la situation est nécessaire via un outil de vidéo communication qui permet de ne pas attendre la prochaine consultation pour pouvoir parler avec le patient de ses problèmes. Alors, dans ça, il y a beaucoup de défis, c'est-à-dire que pour mettre en place ces outils, la technologie doit être fiable, doit être utilisable et doit garantir un certain niveau de sécurité. Il faut faire attention à ce qu'aujourd'hui, on parle d'outils digitaux, mais est-ce que tous les patients ont accès au numérique et sont capables de l'utiliser comme il faut? Il faut une implication des professionnels de santé, tous, puisque si on parle d'une prise en charge multidisciplinaire et que le patient se retrouve avec des médecins qui sont plus en faveur et d'autres ne le sont pas, ça laisse un certain gap. Il faut évidemment, pour que les médecins soient impliqués, que les outils soient adaptés à la pratique. Donc, il faut en démontrer l'utilité et le bénéfice. Et enfin, il faut pouvoir financer tout ça avec une reconnaissance des autorités pour pouvoir participer au financement de ce genre d'outils. Alors, au niveau de la technologie de la sécurité, disons que aujourd'hui, ces outils ne fonctionnent que sur des dispositifs modernes comme les smartphones et les tablettes classiques. Donc, il faut faire en sorte que tout le monde puisse accéder à cela. Il faut que les fonctionnalités soient intuitives pour que le patient puisse l'utiliser facilement et il ne soit pas embêté par tout un ensemble de fonctionnalités qui peuvent être jolies à voir, mais qui ne répondent pas aux besoins basiques du patient de communiquer, de comprendre l'information et de transmettre ce qu'il faut comme ressenti. Nous avons aussi comme challenge de valider et d'intégrer différents appareils de mesure. Donc, il faut que ces appareils soient de qualité pour qu'ils soient utilisables par tout patient, que ces appareils soient le moins coûteux possible. Mais aussi, nous devons faciliter l'interprétation des données au personnel médical. Typiquement, on ne peut pas imaginer qu'il y a un médecin, une infirmière derrière l'écran, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour regarder des données que le patient encode. Donc, notre stratégie doit être toujours guidée par l'amélioration de l'interprétation avec des outils, disons, d'intelligence artificielle qui permettent de trier, de mettre en avant seulement ce qui est important vis-à-vis de l'équipe médicale. Et enfin,
faut garantir que tous ces données-là, comme ils relèvent de données à caractère personnel, soient sécurisés, transmis de manière encryptée et qu'ils correspondent à toutes les normes en vigueur pour protéger la vie des patients. Alors, lorsqu'on a développé tout ça au niveau technologique et nous, en tant qu'entreprise, on s'est confronté au fait que nos patients ou les patients doivent pouvoir l'utiliser. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une forte pénétration de l'Internet en Belgique. Vous voyez ici ce tableau, qui est une étude qui a été réalisée en 2017. On voit que une grande majorité des Belges ont des outils connectés. Mais la question se pose surtout dans les maladies chroniques où on s'adresse à des patients qui ont souvent au-delà de 55 ans. Disons à partir de 45, mais quand on voit au niveau de la tranche d'âge supérieure à 55 ans, la pénétration de l'Internet est très faible, est beaucoup plus faible que pour les jeunes, mais aussi, surtout, même s'il y a une connexion à domicile ou une connexion sur un téléphone portable, ce n'est pas souvent un téléphone qui est un smartphone, donc qui permet d'avoir des fonctionnalités avancées. Et donc là, on se retrouve souvent confronté à beaucoup de refus d'utiliser une telle application, pas parce qu'on n'a pas envie, mais parce qu'on n'a pas la capacité, on n'a pas les outils adaptés ou on n'a pas la capacité de les utiliser. Donc, généralement, on se retrouve à plus ou moins 20% des patients qu'on recrute dans cette tranche d'âge qui vont accéder qui vont avoir les moyens d'utiliser l'application. Et il faut motiver les professionnels de santé parce que l'approche e-santé doit s'intégrer dans la pratique courante. Donc, la bonne nouvelle, c'est que dans certaines disciplines, en oncologie, en cardio ou en diabète, il y a déjà un rôle d'infirmière de coordination qui est important et qui permet de jouer ce rôle-là, d'éduquer le patient et d'être celui qui, avec l'équipe médicale, va être en contact permanent. Donc, l'outil que nous proposons, ou l'accompagnement, l'outil n'est qu'une espèce de complément à la pratique courante et donc ne peut pas fonctionner sans cela. Donc, dans d'autres disciplines où il n'y a pas des rôles de ce type-là, il faut évidemment pouvoir les créer pour pouvoir motiver les professionnels à s'embarquer dans l'utilisation d'une approche de l'e-santé dans la pratique d'accompagnement de leurs patients. Notre approche doit être aussi participative parce que pour impliquer les médecins, on ne peut pas venir avec un outil déjà tout fait qui sort d'un labo et qui ne correspond pas à la pratique du médecin, de son équipe et au contexte local. Donc, notre challenge, notre défi, c'est vraiment de chaque fois nous remettre en question par rapport à l'équipe avec laquelle on travaille pour définir bien leurs besoins, même si l'outil existe, de faire des prototypes qui permettent de valider avant de proposer quelque chose de final. Il faut aussi tenir compte de la standardisation des outils et de l'intégration dans le processus existant avec la connexion avec les systèmes informatiques et hospitaliers qui existent déjà à différents niveaux de maturité, à différents niveaux de modernité pour permettre que tout ceci s'intègre correctement dans la manière de travailler du corps médical et que ce ne soit pas du travail en plus ou des difficultés en plus par rapport à leur pratique. Et enfin, lorsqu'on a fait tout ça, il faut tester, évaluer l'outil du point de vue conceptuel de son utilisabilité, du point de vue du contenu d'information qu'on met à disposition aux patients, mais aussi du point de vue des outils qu'on appelle des arbres décisionnels, qui vont, sur base des données que le patient va encoder, lui donner un feedback. Et donc ici, il faut vraiment que ceci soit fait de manière à ce qu'il y ait une confiance établie entre le corps médical et l'outil, et après, entre le patient et l'application, parce que
cela ne peut fonctionner que s'il y a cette confiance entre les différents acteurs. Donc, démontrer l'utilité et le bénéfice, c'est des choses qui sont déjà en cours et qu'on a déjà fait dans plusieurs contextes. Par exemple, dans le cadre de l'oncologie, il y a une fameuse étude qui a été faite par une université américaine en 2017 qui concernait une étude randomisée où il y a eu 766 patients recrutés pour la surveillance de leurs symptômes. Et on a pu observer par rapport à ce projet dans le cas du cancer qu'il y a eu une survie augmentée de 26 à 31 mois des patients qui ont utilisé une telle application pour pouvoir, lorsqu'ils ressentent quelque chose, le communiquer et faire tenir compte de leur ressenti par l'équipe médicale pour adapter les médications qui leur sont données. Ça, c'est une étude américaine. Nous, en tant que communicaires, on a aussi fait des études, on a commencé à faire des études cliniques pour démontrer le bénéfice de l'utilisation de nos outils par les patients. Donc, très bref résumé, on a pu, lors d'une étude au siège de Liège où 50 patients étaient engagés et au moment où on a fait l'analyse que je présente ici, l'outil a pu démontrer le bénéfice en termes de soutien organisationnel pour les patients, la facilité d'accès aux données, la possibilité pour eux de tenir un journal de bord, etc. Et on a pu aussi démontrer que la facilité d'utiliser ces applications-là par le concept même qui est simplifié de l'application. D'autres études sont en cours. En BPCO, donc, Dr. Van Cohenbeck en parlera beaucoup plus que moi. Ici, l'objectif est de recruter 50 patients. C'est en cours déjà. Il y a déjà une quinzaine de patients qui utilisent l'application, qui souffrent de BPCO, donc de bronchopneumonie obstructive chronique. L'objectif ici, c'est de s'assurer de l'éducation des patients sur leur maladie et de surveiller les signes et symptômes qui vont permettre de détecter les exacerbations possibles de la maladie. Nous avons une autre étude en cours avec l'insuffisance cardiaque où on a 100 patients qui doivent être recrutés, une autre dans le cas du diabète et une autre dans le cadre de l'oncologie avec 3 hôpitaux de la sous-région, Maastricht, Anvers, Aachen et Liège. Le dernier point en termes de défi, c'est d'être financé parce qu'aujourd'hui, au moins en Europe, on a noté qu'aucun patient ou peu de patients sont enclins à payer pour utiliser une application digitale. Et donc, comment financer cette application qui, finalement, va accompagner un patient dans son parcours et être un complément de la médication ou de la thérapie. Aux États-Unis, par exemple, on sait qu'on a pu noter que les patients veulent bien payer jusqu'à 60 € par an pour utiliser une telle application. En Europe, se dessinent des modèles de remboursement dans différents pays, en France, en Allemagne, et nous, en Belgique, les autorités ont mis en place une pyramide de validation des applications. Et cette pyramide permet de définir si l'application est au niveau 1, un dispositif certifié médical, au niveau 2, s'il est sécurisé, et au niveau 3, s'il démontre une évidence socio-économique. Et donc, nous, en tant que communicaires, on est déjà au niveau 2. Nous sommes en train de préparer le niveau 3, dont les critères viennent juste d'être publiés par l'INAMI. Et toutes les études qu'on fait, en fait, pour démontrer l'utilisabilité et le bénéfice de l'application permettront alors de répondre à cette exigence de niveau 3. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on pourra obtenir un financement. Donc, nos défis de ces applications, c'est vraiment de faire en sorte de pouvoir être financés.
Voilà, ceci résume un peu l'ensemble des défis qu'on a pu percevoir, qu'on a pu vivre tout au long de ce projet et comment on a pu les surmonter. C'est une solution qui est dans l'air du temps. Elle permet une meilleure interaction entre le patient et l'équipe soignante. On veut que ce soit quelque chose qui soit personnalisé, parce que si ce n'est pas personnalisé, si un patient ne retrouve pas quelque chose qui concerne sa situation particulière, ça n'a pas de sens pour lui d'utiliser de telles applications. La possibilité de partage d'informations, aussi bien avec l'entourage qu'avec l'équipe médicale, donne un sentiment de sécurité et permet donc de mieux envisager l'utilisation de telles applications. Et enfin, comme je disais tout à l'heure, la capacité à analyser les données pour pouvoir faciliter l'interprétation aux équipes médicales est quelque chose de très important. J'en étais donc à début de la présentation, donc je voulais planter un peu le décor, je vais dire, par quelques définitions. Vous parlez de l'année 2020 et de ses changements, 2 expériences dans le cadre du télémonitoring et de l'autosurveillance des patients BPCO sévères, les avantages et les barrières que j'ai identifiées à la médecine connectée aux patients, brièvement 2 projets que j'aimerais développer dans l'avenir et quelques conclusions. Alors, quelques définitions pour être clair. Donc, l'e-santé ou e-health peut se définir comme des services du numérique au service du bien-être de la personne. L'OMS 2020 ajoute que c'est l'utilisation de toute une série d'outils numérisés au bénéfice donc de pratiques tant médicales mais aussi médico-sociales. ML, c'est l'utilisation d'un appareil mobile de télécommunication, je pense que vous le savez. Alors, la télémédecine, ça, je pense que c'est fort important pour les médecins. Donc, c'est une forme de pratique de médecine qui va se réaliser à distance en utilisant des technologies de l'information et de la communication. La télémédecine, elle comprend la téléconsultation que j'ai mis en gras parce que je vais en parler un petit peu davantage, la téléexpertise, la télésurveillance, la téléassistance médicale et la régulation médicale. J'aurai bien entendu pas l'occasion de développer tous ces points. Alors, big data, je pense que je ne vais pas développer. Vous savez tous ce que c'est. Un algorithme, c'est un procédé assez systématique qui va être applicable en suivant simplement un mode d'emploi. Et je pense qu'on peut parler en fait d'une recette de cuisine. C'est assez simple, mais je pense que c'est assez imagé. Un système expert va être capable de reproduire des mécanismes cognitifs d'un expert. C'est un logiciel qui va répondre à des questions, qui va aider à la prise décisionnelle. Alors, l'intelligence artificielle, elle va regrouper un très grand nombre d'algorithmes ou de systèmes experts. Elle va être capable de se mettre à jour, d'évoluer. Mais attention, ça, je voulais le rajouter, personnellement, je pense que l'intelligence artificielle ne sort jamais de l'espace des data et donc elle ne peut pas s'adapter à l'inattendu et à l'inédit. Je pense que jusqu'à preuve du contraire, seul l'homme est capable de le faire. Nous l'avons vu ici durant l'année 2020. Alors, l'année 2020, c'est l'année des changements, en particulier avec l'apparition en Belgique du remboursement des téléconsultations au printemps et m'étant portée volontaire pour ouvrir une salle Covid au mois de mars, je dois vous dire que ces téléconsultations, même avant les recommandations du KCE dont je vais vous parler et même avant le remboursement, je les avais mis en place parce que c'était vraiment une solution indispensable pour maintenir le contact avec les patients chroniques. Et j'ai eu un accueil vraiment formidable de tous les patients, à condition en fait finalement qu'en fait téléconsultation, je leur propose une solution de visite en présentiel et ça je pense que c'est vraiment capital. Alors le KCE, c'est le centre d'expertise belge en santé, qui lors de l'été, ça c'est tout à fait nouveau, en Belgique, a recommandé la vidéoconsultation ou par téléphone dans le suivi des patients atteints de maladies chroniques, en complément bien entendu du présentiel, et c'est ce qu'on a vraiment nous essayé de faire dans notre pratique en 2020. Alors, la téléexpertise, elle a explosé aussi. Je vous ai mis l'exemple des concertations multidisciplinaires. Donc, en pneumologie, nous avons des concertations multidisciplinaires d'oncologie, des pathologies interstitielles. Et donc, ce sont vraiment des rencontres entre experts pour discuter de cas difficiles, prendre des décisions diagnostiques et thérapeutiques. Et donc, c'est vraiment un outil qui nous a permis d'avancer et de continuer à prendre en charge ces patients sans nous rencontrer, bien entendu, en présentiel. L'intelligence artificielle, elle a fort évolué aussi. Et j'ai pris l'exemple, en fait, qui me touche particulièrement, qui est l'imagerie médicale, avec la création d'algorithmes de lecture. Donc, c'est les Chinois qui ont commencé et l'Europe a suivi,
a développé en fait un outil avec des algorithmes décisionnels pour nous préciser la probabilité en fait qu'un patient soit atteint d'un Covid sur base de l'imagerie thoracique, donc de la tomodensitométrie thoracique ou scanner, si vous voulez, c'est plus simple, le terme qu'on entend plus généralement. Et ça a été vraiment un outil indispensable. Je vous donne un exemple, un patient qui arrive avec une PCR négative, qui a des symptômes un peu atypiques. Au début de la crise, on ne savait pas du tout les symptômes du Covid. Et on avait une imagerie qui était tout à fait suspecte. Et donc, c'est des patients qu'on prenait en salle Covid. Il fallait parfois 48 heures pour avoir un résultat PCR. Donc, voilà, l'imagerie a vraiment été importante pour nous aider à orienter les patients vers ou pas vers une salle Covid. Alors, brièvement, la task force, vous en avez sans doute entendu parler, qui a permis de valider Monsieur Atipo en a peut-être parlé, des solutions de téléassistance chez les patients Covid, CoronaAlert, vous connaissez. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, je vous conseille d'aller lire la publication de la revue médicale de Liège à laquelle le professeur Cook a participé sur les opportunités pour les technologies digitales lors du Covid-19. Alors, les téléconsultations, je m'attarde un tout petit peu plus. Ceci vient en fait d'un sondage qui a été réalisé par la Mutuelle. C'est un sondage qui est accessible sur le site de l'INAMI, qui est aussi relayé en partie par Numéricaire, qui est une revue belge médicale dans la télémédecine. Et moi, j'ai sorti l'information qui me paraissait pertinente de l'avis des patients et l'avis des médecins concernant ces téléconsultations. On est bien entendu en situation de crise. Il faudra, à mon sens, pour être tout à fait objectif, réaliser à nouveau ce sondage en dehors de la crise. Et les patients, on avait quand même 5000 affiliés qui ont accepté de répondre à un questionnaire et plus de 70% étaient satisfaits de la solution des téléconsultations, qui, à mon sens, malheureusement, a été réalisée un peu trop par téléphone et moins par vidéo. Voilà, peut-être un outil à développer. Plus les patients étaient jeunes, plus ils étaient convaincus de l'intérêt de ces téléconsultations, surtout pour le suivi des pathologies chroniques. Alors, pourquoi est-ce que les patients sont satisfaits? Parce que c'est un gain de temps, il n'y a pas le trajet, c'est plus confortable et il y avait évidemment moins de risques de contamination. Par contre, les patients rapportent clairement qu'ils souhaitent un contrôle physique régulier qui est plus rassurant et qui nourrit la confiance avec le médecin. Alors, l'avis des médecins, 5400 médecins ont été sollicités. Donc, je vous ai dit que 95% des téléconsultations étaient réalisées par téléphone selon les dires des médecins interrogés. 78% des médecins étaient des généralistes, seulement 22% spécialistes. C'est un peu dommage. Bon, voilà. Qui ont répondu, j'en fais partie, bien entendu, et plus de 60 à 70% étaient favorables à la poursuite de ces téléconsultations. Les médecins traitants sont demandeurs clairement de cadrer le type de pathologie qui doit bénéficier de ces téléconsultations, et combien peuvent être remboursés par an, par patient, enfin voilà, de cadrer vraiment ce type de prise en charge. Et les médecins spécialistes dans l'ensemble avaient plutôt utilisé ces téléconsultations pour donner des résultats, bien entendu, sans gravité, donner des conseils médicaux tout à fait spécifiques à une pathologie, prolonger ou adapter un traitement. Et c'est vraiment dans ce cadre-là que je l'ai personnellement utilisé aussi. Alors, encore deux informations. Je voudrais vous dire ici, tout début 2021, eh bien, en Belgique, des applications médicales validées, bien entendu, d'abord, vont être remboursables. La seule qui est actuellement remboursable, c'est MoveUp Coach, qui vient d'une start-up gantoise et qui est une application qui aide en fait à l'activité physique, qui encadre un remplacement de prothèse totale de hanche. Donc, voilà, il y a des informations à lire éventuellement dans le journal du médecin ou dans d'autres médias. Je voulais aussi vous donner l'idée d'aller peut-être lire, si vous n'avez pas encore fait, le projet de stratégie mondiale pour la santé numérique de l'OMS, sachant que déjà en 2019, l'OMS publiait des recommandations sur les 10 manières dont les pays peuvent utiliser les technologies du numérique. Voilà, je pense que c'est intéressant aussi d'avoir un avis un peu plus général, je ne dirais pas uniquement belge. Alors, j'en arrive à mes projets, donc projet de télémonitoring de 2017. Donc, c'est suite à l'appel de la ministre de la Santé de l'époque que j'ai eu l'occasion d'organiser avec l'aide évidemment au CHU de Liège d'un projet de télémonitoring de patients BPCO sévères avec une application qui s'appelle l'application HealthLook Pro
qui est une application sécurisée, qui était avec une mise à jour en temps réel de mesures, qui était prise quotidiennement par les patients. Saturation d'oxygène, fréquence cardiaque, température et une mesure de la fonction respiratoire, le VEMS. Avec une possibilité de messagerie que nous n'avons pas utilisée dans le cadre de ce projet, nous avions la possibilité, et ça je l'ai fait à multiples reprises, de consulter les mesures donc par les soignants, quel que soit l'ordinateur, à condition d'avoir un accès à un identifiant et un mot de passe. Vous pouvez même le faire du domicile à la limite. Et j'avais défini du coup un algorithme d'alerte qui devait combiner au départ des mesures, donc la saturation d'oxygène, fréquence cardiaque et autres, et des questions sur les symptômes, puisqu'on sait que ces symptômes sont vraiment importants en cas de déstabilisation des patients, ils vont se modifier. Malheureusement, les questions, pour des raisons techniques, n'ont jamais pu vraiment être utilisées. Ça, je l'ai bien entendu regretté. L'objectif numéro 1 était de réduire les exacerbations de BPCO et les exacerbations surtout sévères qui conduisent à une hospitalisation. Il y avait des objectifs secondaires que je résume dans l'autre étude, donc je ne voulais pas rajouter pour ne pas surcharger les dias. Alors, ici à droite, vous voyez un exemple en fait du suivi que je pouvais obtenir des patients, donc la saturation d'oxygène dans le temps. Voilà, une capture d'écran. Donc, il y avait toutes les données pouvaient être analysées de la sorte. Alors, certaines mesures étaient encodées manuellement par le patient et on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout l'idéal. Certaines mesures, comme la saturation de la fréquence cardiaque, étaient envoyées par Bluetooth via l'application. Alors, brièvement, donc, on avait un profil de patients inclus qui étaient donc des patients BPCO sévères. On a pu inclure 16 patients finalement, avec des patients dont vous voyez que le niveau d'études supérieures ATA était en fait assez faible. La plupart étaient invalides ou retraités. Des patients avec une obstruction sévère, je ne m'attarde pas, qui avaient plus de 60 ans, avec un indice de comorbidité qui était assez élevé. Hein, donc, ces patients assez malades. Et alors, ça, c'est amusant parce qu'en fait, sur ici 13 patients qu'on a considérés, il y en a 3 qui n'avaient pas répondu au questionnaire. Eh bien, en fait, la plupart avaient l'habitude d'utiliser régulièrement finalement une tablette ou un smartphone, mais aucun n'avait jamais utilisé d'objets connectés. Donc, ça a nécessité un encadrement, une éducation, bien entendu, à l'utilisation de ces objets connectés. Alors, ceci, c'est une petite parenthèse, mais pour vous montrer le risque de l'encodage manuel. Donc, c'est une patiente qui devait encoder son VEMS, en anglais, c'est FEV1, qui encodait manuellement. Et ceci sont des valeurs qui sont très basses, hein, pour ceux qui sont médecins et qui suivent l'exposé. Et vous voyez, en fait, que manuellement, eh bien, elle a encodé des valeurs complètement erronées, d'accord? Et donc, ça peut arriver à amener, bien entendu, à toute une série d'erreurs. Alors, je ne peux pas vous donner tous les résultats et tous les détails de cette étude-là. Vous pouvez la retrouver en ligne facilement, en libre accès, donc dans la revue médicale de Liège. Les résultats que je voulais vous présenter juste ici, c'était qu'en fait, on a observé les patients pendant 156 mois avant de télémonitoring et 64 mois de télémonitoring, qu'on a fait une petite extrapolation pour comparer le même nombre de mois. Et qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'en fait, finalement, on ne réduit pas le nombre d'exacerbations sans hospitalisation, d'accord, moins H. Par contre, on réduit significativement, enfin en tout cas dans notre extrapolation, hein, qui peut être discutée, je suis d'accord, on réduit le risque d'exacerbation avec hospitalisation. Ce sont ces exacerbations-là qui altèrent le plus la qualité de vie des patients, leur mortalité aussi, qui crée le plus finalement de déstabilisation de leur maladie. Alors, Monsieur Atipo, vous avez sans doute déjà touché un petit mot. Donc, voici l'étude prospective qui est en cours. C'est une étude de conditions de vie réelles avec une application mobile qui est différente. Ici, c'est vraiment plutôt de l'information thérapeutique, de l'éducation, une autosurveillance à domicile pour des patients, donc, de nouveau, qui ont des maladies obstructives ou bronchiques sévères. Donc, autosurveillance, c'est-à-dire c'est le patient lui-même qui va recevoir une alerte en cas de suspicion de déstabilisation. On va l'inviter à être complètement partenaire et à lui-même prendre contact avec un professionnel de la santé. Nous avions en fait prévu d'inclure 25 patients avec l'application et 25 patients en contrôle pour un suivi de 12 mois. Nous étions prêts à commencer en février 2020 et malheureusement, vous savez que le Covid a fait son ici dans notre pays à cette période et donc forcément nous avons réduire un petit peu notre groupe qui est d'une quinzaine de patients. On espère les suivre 9 mois.
Alors, l'objectif primaire, donc, c'est de diminuer la sévérité des exacerbations, donc de réduire le risque d'hospitalisation, réduire l'anxiété, améliorer la qualité de vie, améliorer bien entendu la connaissance du patient par rapport à sa maladie, son traitement, réduire les visites médicales urgentes et réduire, si possible, les coûts. Donc, nous avons, en partenariat avec M. Atipo, développé une application tout à fait personnalisée qui s'appelle Communicare BPCO, qui est faite donc d'un outil d'éducation. Vous voyez la page d'accueil ici à droite. Un outil d'éducation. Excusez-moi, c'est l'hôpital qui m'appelle. Voilà, je coupe. Une aide donc personnalisée au traitement avec des textes, des photos, mais aussi des vidéos. Une aide avec une solution de notre personnel aide-mémoire, aussi des rappels des rendez-vous médicaux ou paramédicaux. Le patient reçoit aussi régulièrement des notifications avec des petits conseils en fonction de la période de l'année. Par exemple, il est temps de faire votre vaccin contre la grippe, attention au risque de forte chaleur, réduisez vos activités, etc. Et puis, nous espérons pouvoir prouver qu'un dépistage plus précoce des exacerbations est possible grâce à cet outil. Donc, on a défini un algorithme d'alerte qui combine ici des questions et des paramètres. Et comme il vous l'a été dit dans l'introduction, Communicare est une application qui est validée par les autorités belges et qui est reprise sur la plateforme MHealth Belgium. Alors, un petit exemple, capture d'écran, voilà le type de questions. Il y a 5 questions, je vous en présente 3. Donc, le patient va toutes les 48 heures, en fait, et là, j'apprends qu'ils le font vraiment très régulièrement. Donc, on a une bonne compliance, répondre à ces questions pour éventuellement déclencher une alerte combinée à la fréquence cardiaque et surtout à la saturation en oxygène. Et ici, à droite, un exemple de la présentation de l'éducation avec une iconographie qui se veut vraiment régulière. Alors, j'avance bien. Je vais maintenant vous présenter ce que sont pour moi les avantages et aussi les barrières à la médecine donc, connectée aux patients. Hein. Je ne parle pas de toute la santé connectée. Donc, je pense vraiment que c'est un outil, une solution d'outil éducatif qui peut être personnalisé, qui peut être un outil de qualité, puisque c'est des experts qui vont rédiger le texte et le patient ne va pas aller rechercher toute une série d'informations sur Internet. Ça peut être un outil diagnostique, comme ça l'est déjà le cas, par exemple en dermatologie ou en ophtalmologie. Je pense que c'est une solution aussi de suivi plus rapproché du patient dans sa vie réelle, dans son quotidien, qui est bien loin de ce qu'on peut rencontrer lorsqu'on le voit en consultation à l'hôpital ou en cabinet. Je pense qu'il y a une possibilité vraiment d'améliorer la rapidité de réaction, surtout chez les patients chroniques. Hein. Je pense bien entendu à mes patients, mais aussi les insuffisants cardiaques, les diabétiques et bien d'autres. Je pense que c'est une solution d'investissement du patient qui peut devenir un réel partenaire des soins, qui comprend mieux sa maladie, qui se pose beaucoup plus de questions aussi. Et enfin, une prise en charge plus attractive, en particulier de nouveau dans les maladies chroniques, via la création aussi de plans d'action, de plans de réaction à des anomalies qui peuvent être détectées et une solution de communication un petit peu différente. Les barrières, il y en a beaucoup, vous voyez, il y en a même un peu plus que pour l'instant des avantages, mais je pense qu'on avance, on est dans la bonne direction. Je crois qu'il faut vraiment choisir les mesures qu'on souhaite pratiquer chez chaque patient. Avec quel matériel, quel est le prix initial de la mise en place, évidemment. Hein, s'il faut acheter toute une série de matériel connecté je ne sais pas, une tablette ou un ordinateur, ça peut représenter un coût, même si on voit que de plus en plus de patients ont au moins un smartphone. Je pense qu'il y a le manque de standardisation, malheureusement, actuellement, du matériel et de la connectivité entre les différents objets et les applications. Là, il y a beaucoup de travail à faire. Il y a un manque de données objectives également sur la réduction des coûts, en tout cas dans certains domaines, qui est le mien. L'absence ou le peu de remboursement, de nouveau du matériel. Il n'y a pas de remboursement non plus pour les séances d'éducation qui peuvent prendre du temps aussi. Je pense l'absence de remboursement pour les actes médicaux, même si la téléconsultation commence à être remboursée, on peut en discuter. Il n'y a pas de texte encore clair sur la responsabilité médicale et médico-légale, pas de formation vraiment claire pour les médecins, en tout cas à ma connaissance, pour le personnel hospitalier ni pour les patients. La fracture numérique, est-ce que c'est à mon sens une barrière? De moins en moins. En 2018, 72% des Belges en fait utilisent l'Internet mobile et 82% le font tous les jours. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est les Belges, les jeunes, les plus âgés, peut-être, mais ici, je vous ai fait une capture d'écran du Congrès belge de pneumologie de décembre 2020. Donc, c'est tout récent. C'est un exposé du Dr Hansen qui a fait des études importantes de
réhabilitation au Danemark. Et donc, il cite un article du docteur Sedman où vous avez quand même 250 personnes qui ont été interrogées, qui ont un âge moyen de 73 ans. J'ai relu l'article, c'est quand même des gens assez altérés aussi, qui ont beaucoup de comorbidités. Et 92% en fait ont au moins un système de communication Internet, ce soit ordinateur, tablette, et la plupart c'était des téléphones, des smartphones. Donc je pense que plus les années passent, moins la fracture numérique doit être un problème pour nous. Alors les projets, je n'ai pas le temps de les développer, mais je vous laisse mon adresse mail si vous avez des idées ou si vous avez envie qu'on en reparle plus tard. J'ai vraiment envie de travailler sur une solution d'éducation de télé suivi des patients oxygénodépendants, toujours dans le cadre des exacerbations de BPCO, avec peut-être un outil supplémentaire qui serait la surveillance de la fréquence respiratoire du patient. Il y a des études qui ont été faites déjà et des petites études, mais qui sont assez positives. La téléréhabilitation respiratoire, vous avez dit que je travaille dans une sorte de revalidation, j'y suis d'ailleurs ce matin. Je pense que c'est un outil qui peut être tout à fait complémentaire, en fait, de pouvoir revalider les patients à distance, par exemple, lorsqu'ils sortent d'hospitalisation ou pour une raison X ou Y fonctionnelle, ils sont déstabilisés, ils ne peuvent pas venir au centre, ou pour simplement un problème d'ordre technique, pas de voiture, pas de moyen de locomotion. Il faut vous dire que dans les barrières reconnues à la revalidation respiratoire ambulatoire, une des plus grosses barrières, c'est le problème de la distance entre le lieu de revalidation et le lieu de vie du patient. Alors, conclusion, je vais vous reprendre brièvement la lettre thématique qui résume déjà pas mal de choses. J'aurais rajouté encore quelques remarques suite à la préparation de l'exposé et vous donner encore quelques références en rapport avec mes sortes d'intérêts si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin. Alors, la santé connectée, vous avez bien compris que c'est un défi technique et humain important, c'est un vaste projet. Que dans notre travail de médecin, la digitalisation, elle s'est imposée avec le dossier médical informatisé, la prescription électronique, la communication des résultats médicaux par le réseau Santé Wallon, qui malheureusement, à ma connaissance, n'est toujours pas belge, mais on l'a demandé à plusieurs reprises, et puis aussi via l'accès à toute une série d'iconographies en imagerie médicale qui est super importante dans plein de domaines, entre autres dans la pneumologie. Cependant, des progrès importants restent à faire, surtout en termes d'accessibilité des données, qu'il faut parfois aller chercher, il faut vraiment beaucoup de patience pour les trouver. Et il y a des progrès à faire au niveau de la qualité des systèmes actuels qui vieillissent très vite et finalement qui ont régulièrement des soucis techniques. Alors, je pense aussi qu'il est important de développer des canaux de communication qui sont conviviaux avec les patients, qui ne sont pas anxiogènes, qui sont efficients et efficaces, qui permettent en fait une connexion entre le soignant et son patient, qui améliore finalement la relation et qui ne la détériore pas. Il ne faut pas qu'il y ait un sentiment de contrainte pour l'un et l'autre, et ça, je pense que ça se travaille au niveau de l'information et de la formation à l'utilisation de la médecine connectée. Il faut il faut que ça amène un gain de temps finalement pour le patient aussi, mais aussi pour le médecin et bien entendu dans le respect de la protection des données. Alors l'objet connecté, renforcer le dialogue entre le professionnel de santé, pas uniquement le médecin, et le patient qui va devenir plus acteur de sa santé. Des formations sont nécessaires, comme je vous le disais, pour les patients, mais pour les soignants aussi. La crise sanitaire, elle a mené à une utilisation de la médecine, de la télémédecine dans l'urgence. Je pense qu'elle a rendu de précieux services, surtout la téléconsultation, mais elle mérite vraiment un cadre éthique, un cadre légal, une solution de sécurisation des échanges et une valorisation honnête. Ces divers outils numériques, je pense, doivent être mis au point par des gens de terrain. Ne devrait pas nous être imposé par des géants de l'informatique où finalement on a l'impression que l'intérêt commercial domine. Et une harmonisation, je vous l'ai déjà dit, des outils me paraît souhaitable. Je pense de nouveau aussi que l'approche numérique se veut être complémentaire de l'évaluation physique du patient. Ce n'est pas une solution de substitution. Voilà, alors quelques remarques pour terminer. Je pense qu'il faut sensibiliser au-delà de la formation, il faut sensibiliser le personnel médical. Il y en a beaucoup qui sont réfractaires dans les confrères, mais aussi chez les paramédicaux, finalement, à l'utilisation de tous ces outils parce qu'ils ne les connaissent pas, finalement, et parce qu'ils n'en voient pas l'utilité. Il est important d'évaluer le niveau de littératie numérique des patients, bien entendu, et je pense que la vitesse et le sens que prend la santé numérique doivent vraiment nous appartenir. Il ne faut pas vouloir aller trop vite.
mais il faut aller dans le bon sens. La médecine du futur sera plus prédictive et plus préventive, et c'est surtout grâce, je pense, en partie à ces outils. L'intelligence artificielle est indispensable pour la conversion de données multiples. Nous sommes inondés de données médicales et autres, et il faut absolument pouvoir les convertir en une information utile, utilisable dans notre pratique. Enfin, comme je l'ai dit, les outils informatiques sortent aujourd'hui trop souvent des géants du web. À nous, je pense, ce sera un peu ma phrase de conclusion, de soutenir des startups créatives et performantes. Alors, quelques brèves références que je peux vous transmettre si vous le souhaitez aussi. Donc, les deux premiers articles, en fait, sont l'étude Promet et l'étude de Segrel, donc Calvo, et l'étude Vitakia, qui sont des études de télémédecine chez les patients BPCO sévères. La troisième, c'est une petite étude en 2012 sur la fréquence respiratoire et les BPCO. Hansen, ici en 2020, dans le BMJ, a fait une publication qui est intéressante et qui compare en fait la téléréhabilitation et la réhabilitation ambulatoire, de nouveau chez les BPCO sévères. Et enfin, si vous aimez un petit peu la philosophie, je vous conseille d'aller lire Homo Informatics de Luc Brabander, qui est un louvaniste qui a fait les mathématiques et puis la philosophie, et qui a une approche un petit peu différente, mais qui nous fait réfléchir aussi sur le sujet.